Donc j'ai rejoint le CLC, le Comité laïque de coordination, comme son nouveau porte-parole. Le CLC est une institution. Le CLC est une force et le CLC, je crois, sera toujours une référence citoyenne dont le nom doit être inscrit en lettres d'or dans le combat pacifique pour la démocratie, le respect des libertés publiques et le droit de l'homme dans ces pays. Indépendamment de la faiblesse des humains qui le composent, sur lesquels nous pourrons gloser, mais il y a eu un moment, ces gens ont pris des risques, se sont assumés et ont changé les cours de l'histoire du pays. Et même des fois face à beaucoup d'ingratitude. Mais peut-être vaut-il mieux que je dise ce que moi je sais du CLC ou des CLC. Il y a eu deux grands moments dans l'histoire de notre pays où le CLC apparaît. La première fois où on entend parler du Comité laïque de coordination, nous sommes à l'époque de la Conférence nationale souveraine et particulièrement dans les années 91-92. Et face aux velléités de blocage du régime du maréchal Mobutu, devant l'ouragan et la tempête que la Conférence nationale souveraine était en train de représenter et qui va beaucoup jouer dans la chute de son régime, la volonté de tempérer les ardeurs a beaucoup joué. Et l'une des particularités du CLC, c'est ça. Face à la crispation politique, face au blocage, à l'impasse, voire au discrédit du politique, une réponse citoyenne d'une très rare efficacité intervient. Et déjà, certains noms vont être constants chaque fois qu'on parlera du CLC. À cette époque, je suis dans mon adolescence, dans les années 92, mais je rencontre un papa de mon quartier, un monsieur très respecté, membre du laïcat catholique et de la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Éloi à Beaumarchais, François Kandolo Kachala. François Kandolo Kachala, pour ceux de la génération de nos pères, c'est un nom, c'est une référence, c'est un de ces étudiants qui avait organisé la grande marche contre les régimes de Mobutu, la marche des étudiants qui va aboutir à la conscription forcée donc des étudiants de l'UNIKIN qu'on va amener dans les camps militaires et qu'on va faire de manière forcée des militaires, le temps de rentrer au campus. Donc c'est une génération brouillante qui pourtant était privilégiée parce que ce que je sais moi, la vie de l'étudiant de l'Ovanium n'a rien à voir avec tout ce que la galère des étudiants d'aujourd'hui. Boursiers, restaurants, chambres individuelles, bus qui les amènent au campus, considération sociale dans la communauté, garantie d'avoir un emploi. Et ne voilà-t-il pas que cette génération s'élève déjà contre la dictature naissante. Donc, et François Kandolo Kachala, c'était un papa de mon quartier que j'avais l'honneur de fréquenter. Et en ce moment, j'apprends qu'effectivement, il organise, il est parmi les organisateurs de ce qu'on appelle les préparatifs de la marche des chrétiens de février 1992. Et la structure qui organise cette marche s'appelle Comité laïque de coordination. C'est déjà ça le CLC.
Mais à côté de François Kandolo Kachala, un autre nom qui va de plus en plus prendre de l'ampleur et dont on parlera encore un peu plus dans ces récits, c'est Pierre Lumbi Okongo. Pierre Lumbi, figure de proue de la société civile à l'époque, un organisateur hors pair, un homme d'une intelligence inouïe et qui sait aller au sens des choses, et un meneur d'hommes. J'ai toujours eu un grand respect pour ces grands messieurs. À l'époque, je ne le connais pas. J'aurais les privilèges de le côtoyer, les privilèges de lui parler, jusque dans ces derniers moments. Et j'ai eu vraiment beaucoup de grâce d'apprendre de ces baobas, de cet homme des réseaux, de cet homme d'intelligence, dans tous les sens, même d'intelligence des renseignements. Un autre grand nom, je l'ai déjà cité, ce sont les constantes, hein? Monseigneur Mosengo Passinia, qui, au moment de l'exhumation, non, de la résurrection du CLC, sera cardinal, avec sa fameuse phrase d'une rare percussion, d'un caractère percutant extraordinaire que les médiocres dégagent. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc le CLC de la conférence souveraine, nationale souveraine, les CLC des années 92, qui va mobiliser d'autres noms qui reviendront, comme Julien Lukengu, par ceux de la toile d'araignée et de l'action de masse, de l'action sociale, de l'abbé José Pundu, et d'autres noms que nous aurons à connaître, des gens de grande modestie, mais qui savaient remuer les masses. C'est celle-là qui va faire trembler jusqu'au tréfonds de ses racines, les fondements même de la dictature du maréchal Mobutu. Il n'y a rien de plus infamant pour un régime que de pouvoir allier, présenter en guise de répression une soldatesque armée qui tire à balles réelles, non seulement sur des civils désarmés, mais sur des gens qui sortent de l'église, rien qu'avec leur chapelet, rien qu'avec des rameaux, rien qu'avec la croix ou les crucifix, accompagnés de leurs curés qui tiennent la Bible et eux, psalmodient, chantent des chansons religieuses, ne vous insultent pas, ne s'attaquent pas à vous, et vous les tuez. C'est des images qui ne grandissent aucun régime. Bien au contraire, ces régimes partent avec cet opprobre, cette ignominie, pour citer Feu Syndicat Dokolo, cette indignité. Et le 16 février 1992 a été, franchement, à mon sens, le déclic, l'appui sur la gâchette, peut-être par une roulette russe, dont les barillet n'étaient peut-être pas totalement chargés, mais sur la tempe du régime du maréchal Mobutu. Évidemment, il faudra attendre au moins 5 ans. Il faudra attendre l'entrée de l'AFDEL. Mais déjà, face à une classe politique discréditée, sans idéal, pétrie d'opportunisme, à la recherche du lucre, de l'argent facile, de positionnement, qui entre dans l'impasse et qui sait changer des camps et retourner ses vestes selon les puissants du moment. On peut dire que déjà à cette époque, le CLC était la réponse citoyenne aux situations d'impasse délibérément créées par les politiciens. À cette époque, adolescent, je voulais prendre part à cette marche.
Évidemment, ma mère était totalement en désaccord, c'était exclu. Et comme nous habitions à un immeuble à étage, l'appartement était au 3e étage, il lui a juste suffi d'enlever la clé de la serrure. Je n'avais plus d'autre voie de sortie, sauf la voie aérienne, mais n'étant pas expert en parachute ou en chute libre, c'était compliqué. Nous sommes restés à la maison et peut-être que soit-elle pressentée, je ne sais pas, mais les informations qui nous parvenaient liées à l'itinéraire que j'étais censé prendre étaient terribles. Beaucoup de morts, des corps qui jonchaient les parvis jusqu'à l'enceinte de la paroisse Saint-Joseph de Matongé. C'était épouvantable. C'était vraiment épouvantable. Et oui, j'ai eu peur de voir qu'un régime pouvait tuer tranquillement ses compatriotes en marche pacifique. Le résultat a été la réouverture de la conférence nationale souveraine qui avait été fermée avec force par Ngouza Karlibonde, allié de cette époque du maréchal Mobutu. Est-ce que je m'étais promis de participer aux prochaines marches du CLC? Bien sûr que non, parce que je ne savais même pas qu'il y aura encore d'autres CLC. J'étais juste un peu soulagé. Hein? Peut-être que je serais mort, peut-être pas, parce que d'autres en sont rentrés. Mais le courage de mon peuple, je les salue. Peut-être que je dois ouvrir une brèche. Une brèche sur la condescendance et des fois même les mépris qu'ont certains qui ignorent l'histoire de ces pays, la manière dont ils traitent le Congolais, qu'il est léger, qu'il n'a pas le courage de se rebeller, qu'il n'a pas le courage de se révolter, qu'il accepte facilement la dictature. Je sais que dans l'histoire tumultueuse et tragique de notre pays, le peuple congolais est un peuple courageux. Il s'est levé le 4 janvier 1959. Il a affronté les balles du colon et il a obtenu l'indépendance en 60. Il s'est levé avec les 13 parlementaires. Il s'est levé avec les étudiants de l'Ovanium. Le peuple congolais, depuis l'indépendance, a connu une violence inouïe, des entreprises d'abrutissement collectif, mais il y a toujours, comme dit la Bible, à un moment donné, un noyau de 7000 que s'est réservé Dieu, qui n'ont toujours pas fléchi les genoux devant les balles et qui nous tracent les chemins. Il y a eu beaucoup d'actes de courage, y compris des militants de l'UDPS, des femmes, des hommes qui encouraient l'emprisonnement, les balles. Notre peuple est courageux, mais il est trahi par des leaders indignes, par des politiciens du ventre, par des opportunistes, par des gens sans idéaux. C'est ce qui rend beaucoup plus difficile la possibilité de convaincre notre peuple de reprendre les combats. Mais malheur à ceux qui croient qu'ils peuvent manipuler leur ventre, leurs difficultés, et croire que ce peuple ne sait pas s'élever. Il s'est levé le 16 février 1992, sans aucune ambition, ni de prendre la place du maréchal Mobutu, ni de devenir ministre à l'époque dans la transition. Il voulait écouter son histoire et il voulait que la conférence nationale souveraine puisse réouvrir ses portes
et que ces travaux puissent continuer. Et cet élan de résistance et d'idéal existe toujours dans notre peuple. Je l'ai côtoyé, je l'ai vu partout. À la Tchangou, dans des milieux improbables, au Kanlouka, à Ipen, à Kassavoubou, partout. Des gens de tout milieu, de toute origine. Des aînés, des mamans, des vieux, des plus jeunes, des enseignants, des médecins, des chômeurs, des maraîchers, ensemble réclamant une chose, leur droit de vivre digne et libre dans ce pays. Deux fois donc l'ancienne sur laquelle le Congolais ne sait pas se rebeller, ne sait pas se révolter, ça m'écoeure, et donc si je peux le dire ici, je l'ai dit. Donc on a le CLC dont on n'entendra vraiment plus parler après cette époque, hein, qui était composé des grands noms, du groupe Amos. Le CLC va rentrer dans les oubliettes. Il pourra même rester dans les livres d'histoire comme étant le groupe qui avait préparé la grande marche de chrétiens de février 1992. Mais c'est le même CLC, avec des noms dont je vous ai déjà parlé. Mais citons encore ces glorieux noms. Le cardinal Mosengo et Pierre Lumbi. C'est étonnant que je ne commence ni par le professeur Ndaïoué, le professeur Okana, Franklin Bokolo, Madame Léonie Kandolo, Madame Gertrude Kombe, ou encore Thierry Landou, et que je m'accroche d'abord à ces personnalités-là. Je suis en train de venir, j'explique les fondements. Il est toujours très important pour comprendre ce qui se passe maintenant, de revenir au fondement, de revenir à l'origine des choses. Pourquoi a-t-on gardé ces noms CLC? Pourquoi d'autres figures ont surgi? Qui a conçu même cette stratégie du CLC? Mais déjà, rien que par les noms que je commence à citer, on peut se faire une idée concrète des choses. Mais peut-être est-il le moment pour moi aussi de dire une chose sur comment faire partie du CLC. Le CLC n'est pas un parti politique. Il est apolitique au sens où il ne promeut pas un soutien partisan à un groupe. Mais il est une organisation citoyenne qui avait des revendications politiques. Et pour ce faire, il n'était pas interdit aux membres, eux, d'être dans des partis politiques. Mais il était interdit au CLC de privilégier un alignement politique dans un sens ou dans l'autre. On restait dans la neutralité citoyenne. C'est très important, parce que quand on cite les CLC dans la société civile et qu'il prend de positions à caractère politique, on oublie souvent les raisons fondamentales qui caractérisent en fait la spécificité du CLC. C'est une organisation du laïcat catholique, mais dans leur engagement citoyen dans ces pays, dans leur pays. Et donc la première fois qu'on a entendu parler du CLC, c'était dans une revendication politique, mais pas politicienne et pas dans l'intérêt privé d'un parti politique particulier. Évidemment, en ces moments-là, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi Mulumba et l'Union sacrée qui est dans l'opposition étaient bien contents, ou bien contentes, puisqu'on parle de l'UDPS et de l'Union sacrée, d'appuyer le CLC dans cette démarche. Alors, lorsqu'on pose ces prémices, il est important de parler effectivement du CLC qui va organiser
les grandes marches de décembre 2017, janvier 2018 et février 2018. Les 3 grandes marches qui vont faire basculer l'histoire contemporaine de notre pays et la question de l'alternance. Premier élément à retenir, c'est le contexte. Nous sommes à une époque où, encore une fois, il s'opère un dédoublement de partis politiques. Le gros rejoint la majorité présidentielle du président Joseph Kabila. Aucune activité des partis politiques n'est tolérée, sauf si on est du camp du président Kabila. Les réunions, les manifestations sont systématiquement réprimées. Il y a des prisonniers qu'on appellera emblématiques à Makala, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des partis politiques. Ils sont quasiment des otages et des moyens de pression du régime sur l'opposition. Mais surtout après Genval, alors que l'opposition se met sous la houlette de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, on va se retrouver face à une situation tragique. La mort de feu Étienne Tshisekedi. Elle va être très tragique pour les stratégies de l'opposition. Parce que lorsque les accords de la Saint-Sylvestre sont signés, le chef de délégation du RASOP, c'est Félix Tshisekedi, on conçoit une stratégie qui ferait que on va créer un comité de suivi des accords dont naturellement la présidence aurait dû échoir à feu Étienne Tshisekedi. Et pour qu'après on voit quel premier ministre devrait être issu de l'opposition. Déjà avoir Félix Tshisekedi comme chef de délégation, ça, il faut dire la vérité, c'est un forcing du G7. Ni feu Étienne Tshisekedi qui estimait que c'était un problème de népotisme, ni Valentin Moubaké, encore moins Jean-Marc Kabound, ne voulaient de Félix Tshisekedi comme chef de délégation. Et d'ailleurs, il les narguait ouvertement et remettait en cause son autorité de manière systématique. Pis encore, Jean-Marc Kabound, comme Valentin Moubaké, haussait les tons sur Félix Tshisekedi dans la salle des travaux de la Sanco. Donc les G7, par stratégie, par appui de Moïse Katumbi, estimait qu'il fallait avoir un Tshisekedi, quelqu'un qui porte le nom. Le nom avait une consonance, ça résonnait dans la tête des gens. Et c'était quelqu'un qui apparaissait moins radical que les autres, avec qui on pouvait discuter raisonnablement et qui pouvait conduire les travaux de manière consensuelle autour de tout le monde. Lorsque on perd Étienne Tshisekedi, il est très facile maintenant pour le régime d'approcher toute la constellation d'opportunistes qui étaient venus à Genval pour les débaucher. La deuxième chose aussi, il devient très facile pour les régimes de réactiver le groupe de l'UDPS pro les accords qu'ils avaient déjà commencé à négocier à Ibiza pour très vite
les amener dans les camps de Joseph Kabila. Et donc, transformer les glissements qui n'étaient prévus que pour des questions strictement électorales en un glissement au bénéfice du camp de Joseph Kabila. Parce que les mandats constitutionnels du président Kabila avaient expiré en 2016. D'où les accords de la Saint-Sylvestre. Ces accords devraient être signés absolument au plus tard le 31 décembre parce que, après, le président Kabila ne pouvait plus se prévaloir de ces 5 ans de mandat constitutionnel. Voilà pourquoi on les a signés le 5 décembre, le 31 décembre. Et on va se faire piéger parce que du coup, puisqu'on n'avait pas fini les travaux, il a fallu introduire ce qu'on appelait des arrangements particuliers qui devraient faire l'objet d'autres débats. Et c'est quand on s'est enlisé dans les arrangements particuliers que l'opposition s'est faite laminer et beaucoup ont été débauchés. Et donc quand nous perdons le Sphinx, très vite vous avez Joseph Olenga-Nkoy qui devient président du RASOP, de son RASOP à lui. Joseph Kabila préfère dealer avec Joseph Olenga-Nkoy. Et il prend les CENSA, les comités national de suivi des accords. Et très vite, on prend Bruno Tshibala, qui succède à Sami Badibanga. Tous UDPS, mais pas UDPS, issus du consensus tel que nous l'avions eu à Genval. Donc Joseph Kabila vous dit, moi je suis en train de respecter les accords parce que j'ai un Premier ministre de l'UDPS. Vous allez lui reprocher quoi? J'ai un président du CENSA, mais de l'opposition. Les accords, je les ai respectés. Et comme il fallait aussi présenter les noms du Premier ministre, bon ça c'est encore une autre histoire. Est-ce que Étienne Tshisekedi avait vraiment dit que c'est Félix ou n'avait pas dit que c'est Félix? Un jour, j'ai posé la question à feu Pierre Lumbi, paix à son âme. Quel nom vous aviez donné à Kabila qui était vraiment venu d'Étienne Tshisekedi? Certains disent que le Premier ministre aurait dû être Moubake, certains disent ceci, certains disent cela. Je dis, nous lui avons présenté les noms qu'il fallait, c'est tout. Donc je ne pourrai jamais vraiment vous dire, mais je sais au moins que pour Moïse Katumbi, Baba Kyungu m'avait aussi dit ça, le Premier ministre du RATSOP devrait être Félix Tshisekedi. Et donc le pouvoir a profité de ce volet-là pour exiger 3 noms sans aucune base constitutionnelle pour que les chefs de l'État aient le choix. Ce que Mende disait à l'époque, attention, le président de la République n'est pas une machine automatique, vous présentez un nom, il signe. Il faut quand même qu'il ait le choix. Et ils sont entrés dans les pièges. Mais bon, ça c'était les politiciens. Donc voilà. Donc nous sommes maintenant en 2017. Nous nous retrouvons face à une opposition spoliée qui a perdu un chef emblématique dont on ne peut pas encore rapatrier les corps. Vous vous rappelez encore cette situation terrible. Le régime ne veut pas que les retours du corps de feu Étienne Tshisekedi se passent dans une situation qui peut amener dans un soulèvement. Bon, bref. Nous avons maintenant des gens qui sont au pouvoir dans le gouvernement Tshibala. On sait que c'est un gouvernement fantoche, des clampins, mais ils sont là au nom de l'opposition, avec même leur société civile. Donc ça devient compliqué. Mais surtout, l'opposition est discréditée. Comment pouvez-vous mettre encore les gens dans la rue? Vous venez de négocier. Ce que Kabila vient de nommer
viennent effectivement de votre camp. Donc le régime maintenant de Joseph Kabila joue à la démobilisation. N'allez pas mourir pour des politiciens. Regardez vos familles, regardez vos enfants. Ils ne pensent qu'à leur poste. Ils ne pensent qu'à prendre le pouvoir. Après, ils vous oublieront. Ceux qui sont avec nous viennent de là. Les autres, ce qu'ils veulent, ce n'est pas la démocratie. Ce sont les postes. Et malheureusement, ces messages passent. Déjà, en règle générale, pour affronter les balles, les gaz lacrymogènes, il faut suffisamment être motivé. Donc, on venait au moins de donner des raisons à ceux qui, en règle générale, d'ailleurs, ne marchent pas, mais qui trouvaient maintenant les arguments pour justifier leur couardise, leur lâcheté, ou bien, bon, leur indifférence. Mais surtout, ça a démobilisé tous ceux qui croyaient au changement, croyaient au combat, croyaient au respect de la Constitution, et qui se rendaient compte que les mêmes personnes qui avaient défendu des valeurs, ces gens, une fois au pouvoir, ils commençaient à encenser les Joseph Kabila, qui étaient les démons d'hier. Donc, notre peuple est victime d'une grande déception de la médiocrité de sa classe politique. En ce moment, vient d'être nommé le coadjuteur du cardinal. L'ancien évêque de Mbandaka Bikoro, Monseigneur Ambongo, qui va être parmi les facilitateurs des accords de la Senko. Et on lui posera une question, mais si vos accords ne sont pas respectés, qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons un plan B. Ceux qui connaissent encore l'histoire savent l'affaire du fameux plan B. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de lui poser la question de savoir ce qu'étaient les plans B. Mais beaucoup pensent que les plans B, c'était les CLC. Comme on n'a plus de classe politique, pour qui la population peut sortir, exception faite au Katanga, où sous la houlette de Baba Kyungu qui tient la maison, Moïse Katumbi en exil, l'UNAFEC, par sa jeunesse, la JUNAFEC, est en train de braver la mort. Et beaucoup sont à l'ANER 3 Zoulou, sont à la Kassapa, à la prison, d'autres dans les cimetières, paix à leurs âmes. La flamme politique à la rigueur n'est tenue qu'au Katanga. Ailleurs, si ce n'est pas les mouvements citoyens qui se font arrêter, mais qui reprennent comme à Goma, disons globalement, c'est l'extinction de la voix politique, parce qu'elle est inaudible, parce qu'elle irrite, parce qu'elle est discréditée. Comment alors continuer le combat, interpeller le politique et atteindre les objectifs sans être assimilé aux politiciens honnis dont ne veut plus entendre la population, sans être assimilé à ces gens qui veulent faire mourir au dire du pouvoir les gens uniquement pour prendre les postes. J'ouvre quand même une parenthèse. Je n'ai jamais compris comment un régime, démocratique ou pas, mais quand même démocratique, puisse menacer ses citoyens qui veulent juste exercer le droit d'une manifestation pacifique, que sortir, c'est s'exposer à la mort.
marcher, c'est risquer la mort. Comment en est-on arrivé à intérioriser et à banaliser un discours aussi affreux? Comment peut-on voir un policier qui a prêté serment de protéger les personnes, leurs biens, de faire rempart de son corps pour protéger la vie de ses compatriotes, le même viennent vous dire: ne suivez pas les politiciens. Si vous sortez, vous exposez vos vies, sachant intimement qu'il n'a pas le droit de tirer à balles réelles sur des civils. Et les médias relayent sans indignation, et les pouvoirs au service de qui ils sont encouragent un tel discours. Jusqu'à ce jour, ça m'a toujours sidéré. C'est une honte pour l'uniforme, c'est une honte pour les drapeaux nationaux que de voir des officiers trouver normal de dire à des civils que si vous sortez, vous risquez de perdre la vie. Outre que c'est une pire lâcheté, quand vous vous êtes armé et vous savez que les autres ne le sont pas.